Le balado que vous allez déguster est une création originale de Virage Sonore, studio et agence de création de balado à Montréal. Bonjour, vous écoutez L'Appel du Nature, un balado sur le vin nature à Montréal et ses environs, animé et réalisé par Valérie Lefebvre et produit par le studio Virage Sonore. L'épisode que vous allez écouter fait partie de la première saison, enregistrée en 2019-2020 pour Choc.ca. Aujourd'hui, à l'émission, on parle avec Roxane Bergeron, représentante pour Bacchus 76 ainsi que pour Ward et Associés. Elle nous parle du chemin qui l'a amenée à devenir représentante et nous apprend un peu plus sur certains termes techniques utilisés dans le milieu. Bonne écoute! Je m'appelle Roxane Bergeron, je suis représentante en vin pour 2 agences d'importation privées, soit Ward et Associés et Bacchus 76. Alors, Roxane, ça fait combien de temps que tu fais ça? D'où tu viens? On a parlé un peu de ton parcours juste un peu avant. Raconte-moi ton histoire. Je viens de Joliette, à vrai dire, mais c'est un peu la farce toujours dans le milieu de l'importation privée parce que à chaque fois qu'on fait des salons un peu partout, les gars ont l'impression que je viens de là. En gros, j'ai grandi à Joliette, ma famille est en Mauricie. J'ai fait mon cours de vin à la Malbaie, donc j'ai habité pendant 8 mois à Baie-Saint-Paul et aussi à Québec. C'est là que j'ai eu mon premier poste d'ailleurs de sommelière. Donc, ton premier poste de sommelière, on parlait juste avant qu'on pèse sur le piton record, que tu as fait ton cours à la Malbaie. Moi, je pense que ce qui est important de dire, c'est que c'est accessible à plein de gens. La Malbaie, on ne penserait pas qu'il y a des cours de sommellerie là. Est-ce que tu peux me parler de... Est-ce que tu peux me parler de comment tu es atterri là? Certainement. À vrai dire, après un intérêt plus marqué finalement pour le vin, après mon passage à un restaurant qui s'appelle La Colombe à Montréal, qui est un apportez votre vin qui existe depuis une trentaine d'années, j'ai eu la chance là-bas de servir des super soirées de dégustation qui étaient organisées par des agences. Puis finalement, il y a quelqu'un qui m'a juste donné le petit coup de pied où est-ce qu'il fallait pour que je m'enligne à faire mon cours de vin. Et en voulant m'inscrire à Laval, à vrai dire, pour l'ASP en sommellerie, le cours était complet. Je me suis inscrite sur une liste d'attente, puis j'ai comme appuyé sur un bouton. Puis je me suis ramassée avec la liste de tous les établissements au Québec qui offraient le cours en sommellerie, soit l'ASP en sommellerie. Puis pour me rendre compte finalement que le seul cours qui était disponible à ce moment-là, c'était à la Malbaie. Puis bon, chanceuse comme je suis, je commençais à fréquenter un gars qui habitait à Baie-Saint-Paul. Fait que je me suis dit, let's go. Hein. Je serais pas partie juste pour le gars, je serais pas partie juste pour le cours. Fait que la vie a fait que c'est ça qui s'est enligné. C'est cool ça. Puis tu parles d'un ASP. Moi, je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Un ASP, c'est une attestation de spécialisation professionnelle en sommellerie. Donc, versus le cours de l'ITHQ, par exemple, qui est autour de 1000 heures, c'est un 450 heures en sommellerie. Et puis, donc, là, tu étais à Québec. Tu as eu ton premier poste de sommellerie là-bas. Qu'est-ce qui t'a amené à Montréal et en représentation? À vrai dire, je faisais mon cours en sommellerie, pas nécessairement pour être sommelière. Évidemment, oui, ça me plaisait l'idée d'avoir une carte de vin sur laquelle je pouvais avoir mon mot à dire. Mais c'était vraiment dans le but de devenir représentante en vin. C'était ça l'idée. Ça faisait des années que je travaillais en restauration, puis je me disais éventuellement mon corps ne supportera plus ce milieu de travail. Et puis je me suis dit la représentation en vin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime les restaurants, j'aime les régions, j'aime me promener. Fait que c'est quelque chose qui pour moi faisait complètement du sens de partager ma passion du bon vin en promenant un peu partout en région. Puis depuis 3 ans, je suis revenue vivre à Montréal. Fait que je tourne sur Montréal. Puis j'ai encore un territoire comme Mauricie, Lanaudière, Outaouais, un petit peu le bas du fleuve, Charlevoix, entre autres. Fait que je me promène beaucoup, mais j'aime ça. Puis j'aime beaucoup le fait que en représentation en vin, c'est pas un travail qui est routinier. C'est pas un travail qui est... c'est ça, routinier, dans le sens que autant que tu te promènes sur la route, tu es appelé à aller dans des salons de vin, tu vas rencontrer des sommeliers dans des restos. Des fois, tu fais des pop-up, des événements pour promouvoir un vigneron ou un vin. C'est très diversifié comme travail, puis j'aime ce côté-là. Puis, je me demandais, c'est sûr que c'est un podcast sur le vin nature. Je pense que toi, t'as aussi une affinité là-dessus. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça plus que du vin conventionnel, par exemple? À vrai dire, ça a commencé avec un souper
que j'ai eu chez des amis à moi, où est-ce qu'Alexandre Boily était présent, qui cuisinait le repas. Puis ce soir-là, on s'était fait donner une bouteille de François Cotta par l'équipe du Pied de Cochon, mon copain et moi à l'époque, puis on est débarqué avec ça. Puis quand Alex a vu la bouteille, il a dit « OK, vous amenez du gros jus, je reviens, je vais aller chercher des jus à la maison. » Puis cette soirée-là, on a bu 14 bouteilles de vin à 5 personnes. Bon, sur du long terme, là, on s'entend. Puis le lendemain, je me suis réveillée, puis j'étais comme une fleur. Ben, fleur. Pas une rose fraîche, mais bon, quand même, là, j'étais pas fanée tant que ça. Puis je me suis dit, OK, ça peut aussi être ça, le vin. Dans le sens que c'était mon premier contact, à vrai dire, avec le vin nature. C'était lors de cette soirée-là. Puis c'est ça, j'ai fait, OK, wow. Puis après ça, on a commencé avec mon copain à acheter du vin à Alexandre. Il commençait à l'époque, là, Ward et Associés, il finissait ses tournées de resto, il arrêtait à la maison, il essayait de développer un réseau de particuliers, puis on faisait partie des jeunes passionnés qui tripaient sur le vin nature en 2011, genre. Oh, wow! Ouais. D'ailleurs, comment tu vois la scène du vin nature à Montréal? Parce que j'ai l'impression que moi, si je suis un petit bébé là-dedans, ça fait pas super longtemps que je connais ça. Ça fait combien de temps que ça a percé un peu chez Monsieur, Madame, tout le monde? Chez Monsieur, Madame, tout le monde, c'est vraiment récent. Je dirais qu'il y a vraiment un gros buzz sur le vin nature depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Sinon, dans le milieu de la sommellerie à Montréal, ben, depuis quasiment une dizaine d'années, je dirais, en 2011, pour moi, c'était ma découverte du vin nature. Je me souviens des premières quilles d'Ariana Kipinti qui arrivent au Québec, puis qu'on est tous excités, puis qu'on fait les line-up, ou qu'on se commande tout du Morgon de Marcel Lapierre, la cuvée nature en importation privée chez Raisin, puis que là, je dirais que ma génération, si je peux dire comme ça, de sommeliers et ou de gens du vin, ça a été pour nous vraiment Lapierre, entre autres, le premier vin qui nous a tout allumés là, énormément. Du moment où est-ce que tu bois cette quille-là, c'est quoi ton réflexe, mis à part comme représentante, c'est quoi tes démarches pour justement peut-être te pointer vers ça? Ben, dès ce moment-là, on s'est intéressé au vin. On a commencé à aller dans des événements qui étaient reliés au vin nature, organisés par Alexandre Boily, entre autres, et David Ward. Moi, la vie a fait que je me suis séparée en 2012. J'étais comme, bon, mais qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire mon cours en sommellerie. Je m'enligne là-dessus. Donc, je me suis enlignée, c'est ça, pour faire un cours en sommellerie. Puis, à vrai dire, pas longtemps après, ça faisait, je pense, 6 mois que j'avais terminé ma formation, les gars de Ward et Associés m'ont approché pour devenir leur représentante à Québec. Donc, ça a été comme ça mon premier poste en représentation. C'était à temps partiel. Je m'occupais de la carte à cette époque-là du Renard et la Chouette et du Bouchon du Pied Bleu. Fait que pour eux, ça faisait du sens. Je faisais partie des fans de l'agence depuis le début. J'étais à Québec, j'avais un bon réseau là-bas. J'ai une grand gueule. Fait que c'est ça. Si on fait, hey, ça pourrait être elle, notre rep à Québec. Tu m'as raconté une histoire d'une bouteille, justement, parce que t'es encore représentante chez Ward, mais t'es aussi chez Bacchus 76. Et il y avait une super belle histoire avec une bouteille que les deux agences partageaient. J'ai trouvé ça super beau. Est-ce que tu peux me la raconter? Tout à fait. À vrai dire, en 2015, si je me trompe pas, les gars de Ward et Associés avaient de la difficulté à communiquer avec un vigneron qui parle à peu près pas français ni anglais. Je pense qu'ils réussissaient leur communication en allemand avec Alexandre. Puis à ce moment-là, il fallait absolument parler au vigneron. Fait qu'Alex a demandé à Omar Pengué de chez Bacchus 76 s'il pouvait s'occuper de la communication. Puis de cette rencontre-là, finalement, les gars ont commencé à chercher un représentant à temps partiel pour le West Island ou quelque chose dans ce genre. Puis du coup, ils ont proposé mes services à Bacchus 76 sur Québec, comme je travaillais déjà pour eux à temps partiel. Puis, l'histoire, c'est que ce vigneron-là, c'est Eugenio Rosi. Et il y a un de mes vins préférés de Eugenio Rosi qui s'appelle le Riflesso Rosé. Et sur cette bouteille-là, pendant à peu près 2 ans et demi, c'était représenté par les 2 agences, à vrai dire. Une agence qui recevait un arrivage, puis l'arrivage suivant était représenté par l'autre agence. Fait que derrière la bouteille, c'était carrément écrit « représenté par Bacchus 76 et Ward et Associés ». Fait que c'est un peu la joke, là. Pour moi, ce vin-là, je l'aime d'emblée. Je l'aime d'amour. Puis en plus, j'étais comme, OK, il y a mes 2 agences sur la bouteille. C'est mon vin. C'est ma raison d'être dans l'univers du vin. Donc, qu'est-ce que tu penses que ça prend pour une personne pour être représentant en vin au Québec, à Montréal? Je pense que ça dépend la façon dont pas la façon, mais ça dépend avec qui tu travailles et où
quel aspect du vin tu touches. Si tu es dans une grosse agence qui vend du vin plus commercial, tu vas être appelé à faire plus de SAQ. Si tu es dans une petite agence comme les miennes qui vendent du vin plus en importation privée, tu vas faire plus de restauration. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend de la drive. Ça prend de l'organisation, beaucoup, à vrai dire, parce que tu deals avec plein de clients qui ont tous des besoins différents, des cartes de vin différentes. Tu t'assures de leur offrir, d'une part, un bon service. En tout cas, moi, c'est ce que je veux faire dans la vie. Répondre à leurs questions. Puis après, d'avoir une passion pour le vin, je pense que ça aide beaucoup, là. Moi, j'ai plus envie d'acheter du vin ou d'en boire avec des gens qui en parlent avec des étoiles dans les yeux que quelqu'un qui me parle de vin comme s'il vendrait des tournevis ou des bains magiques, tu sais. Puis ça arrive vraiment souvent, on le voit, mais je veux pas bitcher les autres à grosses agences, mais dans des gros salons de vin, tu parles à des gens qui lisent des fiches techniques devant toi puis qui connaissent absolument rien de la vinification. Tu sais, je pense que d'avoir une formation en sommellerie ou une base et ou un intérêt sur comment on vinifie le vin, tout le processus, finalement, les cépages, tu sais, tout ça, c'est quand même super important, là. Fait que je dirais, pour répondre à la question, de la drive, des connaissances puis de la passion. Je me demandais justement, tu sais, vin nature, qu'est-ce que tu penses du vin conventionnel? Est-ce que tu es contre? C'est quoi ton approche par rapport à ça? Vin nature, vin bio, vin conventionnel, par exemple? Ça, c'est une question un peu difficile. À vrai dire, mon approche, c'est pas tant une approche dans le sens que les vins qui me font vibrer, c'est les vins qui sont bio puis qui sont travaillés proprement. Après, j'ai rien contre les vins conventionnels. Il y a des grands vins conventionnels qui sont superbes, des vins qu'on ne sait même pas ou des vignerons qui s'associent pas du tout au mouvement bio et ou nature puis qui font des très grands vins de façon... Je fais des petites parenthèses conventionnelles. Par contre, je dirais que la plupart des vins que j'aime boire, c'est des vins digestes, donc des vins qui sont très peu sulfités puis qui sont travaillés proprement. Après, ça va avec mes valeurs. Plus jeune, j'étais plus extrémiste par rapport à mon amour du vin nature. J'aimais les trucs funky, j'aimais le côté underground du vin nature. Puis après une formation en sommellerie, puis après avoir goûté des vins et ou acheté des vins pour le renard et la chouette, entre autres, ma première carte, que je me rends compte que, tu sais, il y a un prix au vin, puis au final, il faut juste que j'aie du plaisir à le boire et ou à le vendre. Parce que, il y a des vins de sommelier que j'appelle, que j'achetais parce que j'étais comme tout excitée d'offrir ça à ma clientèle, puis que je voulais donc leur faire découvrir des trucs bizarres, puis qu'une année, dans un contexte de restauration, tu comprends que ton client, il n'a pas nécessairement il a pas le temps d'attendre 45 minutes que le vin tombe en phase en jour fruit, puis que tu le shakes, puis que là, OK, il finisse par être bon pour avoir 32 minutes pour le boire. Des petits ovnis comme ça, on les aime quand on est à la maison, puis on est capable de les déler parce qu'on connaît ça. Mais une année, tu sais, il y a comme entre l'éducation ou le partage des connaissances que tu veux faire et propager la bonne nouvelle vers le bon vin nature et la réalité, puisque le client est capable d'accepter, il y a quand même une nuance. Fait que c'est de trouver la ligne là-dedans, finalement. Fait que, comme je disais, j'ai rien contre des vins conventionnels, mais c'est rarement des vins que j'ai envie de boire. C'est parfait. Puis je me demandais, tu parlais justement de l'approche client. Comment tu approches justement tes clients pour vendre? C'est quoi ton approche client justement pour que ce soit accessible? Ça dépend. Ça dépend vraiment chez qui je vais voir. Il y a des restos que j'approche en disant que je vends du vin nature parce qu'ils ont une envie d'avoir du vin nature. Puis il y a des restos peut-être un petit peu plus traditionnels que je parle même pas que c'est du vin nature parce que rendu là, tu sais, c'est pas le discours qui doit être porté en premier lieu, selon moi, c'est le vin et ou le vigneron. Après, évidemment, sa méthode de travail, c'est quelque chose qui fait du sens. Après, moi, je travaille pour 2 agences qui travaillent exclusivement bio. Si les vignerons sont pas certifiés bio, sont en voie de certification et où ils travaillent très proprement, fait que c'est pas... Maintenant, après 5 ans, les gens qui me voient arriver, ils savent un peu que je vends du vin bio nature. Mais il y a certains clients que c'est ça, qu'on approche de cette façon-là, parce que c'est un point positif. Puis il y a d'autres clients, surtout au début, là, je parle plus en 2014-2015, là, que là, le vin nature, le vin bio, non, moi, j'aime pas ça tient pas, puis c'est pas bon, puis ça goûte bizarre, puis ça sent la ferme, puis le cul de cheval, puis tu sais, tu veux pas... Quand d'emblée, tu rentres à quelque part puis que le sommelier, il y a déjà une espèce de blocage et ou d'appréhension face au vin que tu vas leur parler, t'es aussi bien de juste pas leur dire que tu t'en viens leur faire goûter du vin nature, tu sais.
parce que je fais goûter des trucs comme des Riesling LS de Clemens Busch ou des Sancerre de Vincent Gaudry. Je veux dire, il n'y a aucun défaut dans ces vins-là, quoi. C'est des vins magnifiques et vibrants. Fait que je veux pas que mon client ait une appréhension ou une idée que ça va peut-être pas être bon parce que c'est très peu sulfité, tu sais. Puis justement, est-ce que tu as vu, on a parlé de l'évolution de la scène nature, particulier versus restaurant. Est-ce que c'est quoi le genre d'évolution que tu as vu en 5 ans de travail comme représentante? L'évolution, les mentalités ont changé. Je pense que les gens sont de plus en plus concernés face à l'environnement, puis face au besoin de faire quelque chose pour sauver la planète Terre. Puis pour moi, c'est ça. Là, ça passe entre autres par le vin bio, puis le vin nature, puis des pratiques qui sont logiques dans des vignes. L'évolution s'est faite vraiment, je pense que c'est ça. On a une belle scène à Montréal, on est vraiment chanceux. On n'est peut-être pas tant conscient, mais le Québec est quand même une des plateformes, une des provinces où est-ce qu'il y a un intérêt pour le vin nature qui est marqué. J'ai carrément des vignerons qui font des cuvées spéciales pour le Japon puis pour le Québec, qui sont très peu sulfités parce que la clientèle ici en demande. Après, je pense que c'est les sommeliers aussi qui ont fait un super travail d'éducation puis de propager. J'arrête pas de dire la bonne nouvelle, là. C'est pas c'est pas la bonne façon de dire, là, mais oui, pour moi, c'est la bonne nouvelle, des bonnes choses, quoi. C'est une des raisons principales, entre autres, c'est les gens ont pas conscience que le vin qu'ils achètent, puis je vais pas nommer aucun vin, là, que le petit vin qu'ils achètent à 12 $ en SAQ, non, c'est pas des raisins en santé, puis il y a à peu près 400 produits chimiques qui sont dans ce vin-là, puis du sucre, puis des levures sélectionnées à saveur de pour plaire à un marché, un consommateur, puis arriver à faire des productions improbables. Alors que nous, ce qu'on met de l'avant, puis je pense que les vignerons, pas les vignerons, mais plutôt la clientèle particulière est intéressée de plus en plus aussi au storytelling, puis à l'histoire, puis à l'humain qui se profile derrière un produit. Tu sais, au-delà d'un vin, il y a un poète, il y a un auteur, il y a quelqu'un qui met sa vie, qui travaille vraiment fort pour vivre de ce qui lui fait vibrer, puis qui c'est ça qui prend des risques énormes, parce qu'il faut pas oublier que, tu sais, chaque chose a un prix, mais le vigneron qui fait du vin travaillant en bio et ou en nature a quand même vachement plus de risques qu'un vigneron qui travaille en conventionnel. Donc, inévitablement, tu sais, il y a ça aussi, il y a le côté envie d'encourager une vision, un humain, une culture, une façon de voir les choses, tu sais. Je pense que c'est ce qui a fait lever, entre autres, le vin nature. Puis parce que c'est vachement bon. Je me demandais qu'est-ce que tu dirais à des gens qui s'y connaissent pas trop en vin nature, mais qui seraient curieux d'en connaître plus. Comment on commence? La chance qu'on a présentement, c'est d'avoir la SAQ qui embarque dans le mouvement du vin nature en proposant de plus en plus des produits. Ce qui était difficile au début pour nous, comme agence, c'est de vendre l'importation privée à des clients particuliers, de faire comprendre que c'est possible, que c'est accessible. C'était beaucoup ça ma mission, je pense, au début, là. La mission que moi, je m'étais donnée comme représentante, c'était de rendre accessible le vin, le bon vin, par l'importation privée. Puis là, la SAC a compris qu'il y avait un marché, il y a un pas pire marché, puis il y a de l'argent à faire avec ça, entre autres. Puis aussi parce qu'ils veulent offrir le plus de produits possible à leur clientèle. Mais bref, il y a de plus en plus de vins nature et ou bio qui se retrouvent en SAQ. Fait que le fait que l'offre augmente, j'ose croire que la demande va augmenter aussi. Puis c'est une bonne façon pour un client qui veut commencer à comprendre et ou à goûter des vins qui sont bio et ou nature, d'aller en SAQ puis d'essayer des vins. Puis il y en a plein de pas chers. Puis c'est ça qui est le fun aussi. Je pense que c'est vraiment de commencer par ça ou d'aller dans des établissements réputés où est-ce que tu as un sommelier qui t'en parle, qui te l'explique puis qui te fait comprendre, parce qu'il faut quand même avoir une autre approche, tu sais. Le vin nature, c'est... le vin, tout court, ne devrait jamais goûter tout le temps pareil, inévitablement. Puis dans les vins bio et ou nature, on retrouve l'effet terroir, l'effet millésime, qui est beaucoup plus important que dans des vins de grosse production conventionnelle qui, à chaque année, goûtent la mûre puis le chocolat. Tu viens toucher quelque chose que j'ai le goût de te relancer sur, tu dis le goût terroir, le goût millésime. Bon, le terroir, on peut comprendre un peu ce que c'est. Peux-tu m'expliquer l'essai millésime, s'il te plaît?
Ouais, l'effet millésime, c'est que d'une saison à une autre, le vigneron et ou l'agriculteur ne deal pas avec les mêmes conditions météorologiques. Donc, l'effet millésime, c'est entre autres un millésime plus chaud, va donner un taux d'alcool plus élevé sur le vin. Donc, tu peux avoir un vigneron qui, depuis 35 ans, fait, par exemple, je vais essayer de donner un exemple qui peut être plus facile à comprendre, mais sur une appellation, par exemple, comme en Morgon, le Morgon de la Pierre, d'une année à l'autre, il goûte pas pareil. Puis il goûte pas pareil parce que peut-être qu'il y a eu un petit peu de pluie juste avant la récolte des raisins, ce qui a fait, qui a augmenté l'eau tout court dans le raisin ou qui a perdu un petit peu de levure. Fait que la fermentation va se faire plus lentement et tout ça. Fait que l'effet millésime, c'est vraiment l'effet d'une année sur la vigne. Et bon, tu parlais d'une bouteille. Est-ce que tu peux me rappeler je pense que ça doit être la bouteille qui t'a donné le déclic. Comment ça s'appelait? C'est sûr que ce soir-là, on a quand même bu beaucoup de bouteilles, mais celle dont je me souviens plus précisément, à vrai dire, c'est La soif du mal en rouge de Jean-François Nic, les foulards rouges dont on parlait tantôt puis qu'on se souvenait pas le nom du vigneron. Jean-François Nic, voilà, on était sur de la Grenache, 100% Grenache, puis c'était comme... J'étais pas tant dans le vin dans ce temps-là. Je travaillais au pied de cochon. Je commençais à boire du vin blanc, du bon vin, tout court. Puis, c'est ça. Ça a été vraiment pour moi un espèce de coup de cœur. Mais je pense qu'au-delà de la bouteille, c'était la soirée, le moment, le fait de découvrir que tu peux avoir des vins comme ça qui sont digestes, finalement. On est loin. C'est un peu la joke depuis tout le temps que j'ai le gamay tatoué sur le cœur. J'aime les vins de soif, puis la soif du mal, ça le dit bien, là. Mais c'était entre autres de voir, OK, tu peux avoir de la Grenache, on est quand même dans le sud, dans le Languedoc, dans ce cas-ci, tout en fraîcheur. C'est vraiment ça, d'avoir des vins qui sont comme frais, pas trop boisés, pas trop marqués. On n'était pas sur du gros Bordeaux rouge, là. Ce qui était comme pas tant mon habitude de boire ça non plus, mais quand même, c'était ça. Est-ce qu'il y a un cépage ou une région que tu aimes plus particulièrement en ce moment? Ça, c'est une très bonne question. En ce moment, je suis beaucoup sur les vins d'Allemagne, la République tchèque, la Slovénie, Slovaquie. Il y a quelque chose je suis très curieuse, à vrai dire, de cette région-là. Il y a je vends ces vins-là, je lis là-dessus ces temps-ci, je comprends fuck all du terroir. J'ai comme le goût d'aller là-bas pour lécher des roches puis comme comprendre c'est quoi le terroir en République tchèque, tu sais. Puis le côté aussi sociologique, je dirais, du lieu, tu sais, l'histoire du vin dans ce coin-là, c'est des régions qu'on connaît moins. On entend toujours parler de la France, l'Italie, les vieux pays, là. Je suis plus attirée, c'est ça. Quand mettons, de mon côté Nouveau Monde, là, Europe de l'Est, ce serait ça. Un cépage, ça, c'est très difficile. Riesling. Un vin que tu apprécies particulièrement en ce moment. Donc, on enregistre, on est fin juin, il commence à faire beau. Je ne sais pas si ça te met dans un mood particulier. Ça me met dans un mood de blanc et de rosé. Je dirais, présentement, j'ai un gros trip sur le Pinot Grigio Ramato de chez Ferlat, un de mes vignerons qui est en Vénétie, oui, dans le Frioul, pardon. Ferlat, Pinot Grigio Ramato, ça, puis Eugenio Rossi aussi, le Riflesso Rosé. C'est le genre de vin qui est fait avec du Marzimino principalement, qui est un cépage indigène du Trentin qu'on connaît moins, mais que j'aime beaucoup. Merci. Comment est-ce qu'on peut te rejoindre pour t'acheter du vin si on va mettre ça sur quelque part sur un site en référence? Vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram, Mademoiselle Bergeron. Sinon, avec 3N peut-être, je sais pas. Non, c'était avant ça. Donc, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Mademoiselle Bergeron, sinon sur Facebook, Roxane Bergeron, ou chez Bacchus 76 et ou chez Ward et Associés. Les deux agences sont des sites web. Mon nom et mon adresse courriel est bel et bien indiqué. Voilà. Merci beaucoup, Roxane. Vous venez d'écouter L'Appel du Nature, un balado sur le vin nature à Montréal et ses environs, animé et réalisé par Valérie Lefebvre et produit par le studio Virage Sonore. Si vous voulez rien manquer des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au balado sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi qu'à la page Instagram.
Le balado que vous venez de déguster est une création originale de Virage Sonore, studio et agence de création de balado à Montréal.